On dit de lui qu'il a inspiré le personnage du Petit Prince de Saint-Exupéry lorsqu'il a rencontré l'écrivain à l'âge de 8 ans. Il est aujourd'hui professeur de philosophie à l'Université Laval et depuis 2 jours membre de l'Ordre du Canada. Monsieur de Coninck, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être membre de l'Ordre du Canada maintenant? Oh, ben, c'est un grand honneur que je considère que je ne mérite pas. Enfin, Pourquoi vous dites que vous ne le méritez je pas? suis content qu'on reconnaisse l'importance de la philosophie de cette manière-là. Pour ça, je suis très content. Mais pourquoi vous dites que vous ne le méritez pas? Permettez-moi d'être perplexe quand même. Parce que je n'avais... Enfin, c'est pas le genre de choses à quoi je pense d'habitude, là, quand je travaille. Et c'est venu comme ça, j'étais très surpris. Et je suis très encouragé, je suis très content, hein, je suis très content. Mais je me demande si vraiment je le mérite. Mais enfin, j'étais en compagnie de gens très, très bons dans toutes sortes de domaines. Ça a été une très, très belle expérience à ce point de vue-là. Et on a beaucoup échangé. On a découvert que le Canada est un... Je le savais déjà, mais concrètement, le Canada est un grand pays quand même, avec des personnalités remarquables dans toutes sortes de domaines, notamment dans les arts, justement. Il y avait beaucoup d'artistes qui étaient honorés. Rappelez-nous, dans quelles circonstances vous avez eu la chance de rencontrer Antoine de Saint-Exupéry? C'était en mai 42, j'avais 8 ans. Saint-Exupéry avait été invité par mon père à donner une conférence au Palais Montcalm. Il était à New York à l'époque. Et il était descendu chez nous après. Et il nous a interrogés, nous les enfants. Il nous montrait des dessins. Il faisait des petits avions en papier avec nous. Et j'étais l'aîné de plusieurs. Et on lui posait des questions. Et j'ai un souvenir très vif parce qu'on était impressionné par l'aviateur. Et parce qu'il était très attachant. J'ai un souvenir encore très chaleureux de lui. Parce qu'il nous accordait beaucoup d'importance aux enfants. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de cette rencontre-là? L'attention qu'il nous portait, en fait, nous les enfants. Ce grand aviateur, ce personnage dont on m'avait parlé déjà auparavant. Et il y avait d'autres invités, des gens prestigieux qui étaient là, mais c'était avec nous qu'ils se tenaient. Et l'importance qu'ils reconnaissaient, je pense, à l'enfance. D'ailleurs, ça apparaît dans ses écrits, ça apparaît beaucoup dans Citadelle. Et aussi, bien sûr, dans Le Petit Prince. Il semblerait que vous posiez beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment vous, donc, qui êtes à l'origine du personnage du Petit Prince, qui posait lui aussi beaucoup de questions? Oui, moi, je pense que il a pu s'inspirer d'enfants qu'il a vus. Bon, peut-être, pour moi, Saint-Exupéry, Le Petit Prince, c'est Saint-Exupéry lui-même, quand même. Mais vous me demandiez, vous dites qu'est-ce que... Si vous étiez à l'origine, vous posiez beaucoup de questions étant enfant. On m'a toujours beaucoup reproché de poser beaucoup de questions. Et j'en ai fait un métier, puisque je fais la philosophie, qui s'alimente aux grandes questions. Justement, c'est pour parler de votre métier de professeur qu'on vous a invité ce soir. Présentement, le monde de l'éducation secoue une crise. On peut appeler ça une crise. Les étudiants en grève générale, les professeurs qui font des moyens de pression pour activer la négociation de leur convention collective, jusqu'à une coalition du monde de l'éducation publique la semaine dernière qui demandait au gouvernement de couper les vivres aux écoles privées. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de crise dans laquelle baigne le monde de l'éducation présentement? Je commencerai par dire que, pour moi, l'éducation doit être l'absolue priorité dans la société. Tout le développement de la société en dépend. Tous les membres de la société, tous les citoyens, cela inclut tous les acteurs politiques, les acteurs économiques. Le développement de toute la société dépend de l'éducation, ça me paraît une évidence. Mieux on est éduqué, plus on a une culture polyvalente, développée, plus on est à même d'avoir un effet bénéfique sur la société. Pour moi, c'est bien antérieur à la santé, et de toute manière, la santé dépend en bonne partie de l'éducation. La santé mentale, la santé... bien toutes sortes de sens de la vie, mais du terme, je veux dire, du terme santé. Mais vous trouvez qu'on accorde trop d'importance présentement dans la société au financement de la santé par rapport à l'éducation, c'est ça? Je ne dirais pas comme ça, je dirais qu'il faudrait accorder la priorité au niveau du financement également, bien sûr, à l'éducation, oui.
Et donc, par implication, ça veut dire qu'on en accorde trop à la santé par rapport à l'éducation, sûrement. Mais c'est évident que la santé, c'est capital, personne ne conteste ça. Mais il y a un manque de vision flagrant dans nos sociétés par rapport à cette priorité de l'éducation, qui devrait être reconnue comme prioritaire, et de là les problèmes que nous avons maintenant, et qu'on aurait dû prévoir. Il y a longtemps que ça se prépare. Et la contestation étudiante, à mon avis, il faut les écouter, les jeunes, ils ont raison. Donc vous les appuyez, là, les étudiants qui sont en grève générale présentement, ils reçoivent votre appui? Oui, tout à fait. Je pense Pourquoi? Parce que si vous voulez, on va parler de finance, parce qu'on coupe beaucoup trop dans l'éducation, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, et parce qu'aussi, d'autre part, on fait porter aux étudiants un fardeau excessif, injuste au niveau financier, qui les empêche de faire des études qu'ils devraient pouvoir faire, quel que soit le secteur, correctement, et qui, par conséquent, nuit à la société et à l'avenir. Il faut avoir de la vision. On ne peut pas faire de la politique comme ça, simplement à court terme, éteindre des incendies, etc. Il faut voir plus loin. Il faut savoir où on va quand on va quelque part. Si on pense aller quelque part, il faut savoir où. Mais pourquoi vous me dites qu'il faut cesser d'éteindre des feux? Avez-vous l'impression que c'est la façon dont le gouvernement actuel gère le dossier de l'éducation? C'est toujours l'immédiat. Il a fallu attendre que cette crise éclate pour enfin agir. Il fallait prévenir. Et c'était très prévisible depuis longtemps. Seulement, on a beau le dire, ça paraît des phrases creuses, des gens qui sont tout le temps dans l'immédiat, ils ne comprennent que l'immédiat, ils ne voient un problème que quand ils l'ont sous le nez. Mais pour le plus grand désastre de la société. Et il y a, évidemment, ce n'est pas seulement le gouvernement ici, c'est les gouvernements de beaucoup de nos sociétés actuelles, mais y inclut le gouvernement d'ici. Mais avez-vous l'impression que le gouvernement comprend l'urgence de la situation en matière d'éducation présentement? Je ne sais pas s'ils comprennent. Ils comprennent qu'il y a une urgence, dans le sens qu'il faut faire quelque chose pour sortir de l'impasse dans laquelle on est en train de s'engager. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris, peut-être ne comprennent pas encore qu'il y a urgence à un niveau beaucoup plus profond, qui suppose une vision de l'avenir, comme je le disais, à savoir qu'il faut accorder la priorité à l'éducation. Il faut donner, si on veut que notre société s'épanouisse dans tous les secteurs, et surtout sur le plan humain, et justement là cela a un impact sur la santé publique, surtout sur le plan humain, il y a urgence là, et tant qu'on n'aura pas compris ça, on ira d'une impasse à l'autre, et d'un conflit à l'autre. Ça fait plusieurs années que vous enseignez la philosophie, M. De Coninck, près de 40 ans. Oui, absolument. Oui. Comment avez-vous vu changer les étudiants au fil des ans? Ah oui. Est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé, les étudiants, oui. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup les jeunes que j'ai eus comme étudiants à l'université depuis plus de 40 ans, en effet. C'est vrai qu'il y a eu... L'étudiant de maintenant est très ouvert, d'esprit critique, désireux d'apprendre. Je parle de ceux que je connais là, en philosophie, très intelligent, très inventif, parfois très travailleur. Ils ont certaines lacunes justement sur le plan culturel, par exemple pour le français, etc. Ce qui ne se comprend en guerre, je veux dire, ça ne devrait pas être, mais je ne crois pas que ce soit nécessairement eux qui sont victimes. Il y a toute l'ambiance médiatique, il y a tout le reste là qui doit contribuer à ça. Donc il y a des lacunes au niveau de la culture, mais qui comblent très vite, hein, dès qu'on leur montre, qu'on leur fait comprendre. À mon expérience, ils se débrouillent. Il y en a qui se mettent à lire les chefs-d'œuvre, etc. Je veux dire, il y a beaucoup de dynamisme chez les jeunes de maintenant, et il y a beaucoup d'espoir là, justement, et c'est pour ça que je suis moi-même un peu indigné de voir à quel point, par exemple, ils sont obligés de travailler le samedi, le dimanche, le soir, payer leurs études, alors que quand est-ce qu'ils vont les faire, leurs études? C'est pas juste ça. C'est pas juste pour eux, c'est pas juste pour la société, parce qu'ils auraient un impact beaucoup bien meilleur encore sur la société, meilleure sera leur formation. C'est des évidences, ces choses-là.
Monsieur de Coninck, vous avez déjà dit que le métier de professeur était le plus beau métier au monde. Pourquoi? Oh, je pense que c'est parce que c'est l'occasion d'éveiller les jeunes aux plus belles choses de la vie, en fait. Du moins, pour ce qui est de l'enseignement de la philosophie et de bien d'autres disciplines également, assurément. Éveiller l'étincelle qui deviendra une flamme. Enfin, le défi là, de motiver l'étudiante de trouver, découvrir la joie d'apprendre, trouver un sens à la vie, découvrir la richesse extraordinaire du monde, de la richesse humaine. Mais est-ce que c'est pas de plus en donner plus... un sens à la vie, je dirais. Mais est-ce que c'est pas de plus en plus difficile de faire jaillir cette étincelle? Je vous pose la question, là, parce qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui quittent le métier dans les 5 premières années d'exercice du métier de professeur. 30 des nouveaux professeurs quittent, là, vraiment. Donc, comment vous vous expliquez ça? Probablement parce que moi, je suis privilégié, je suis à l'université, je suis en philosophie, qui est un domaine privilégié, d'une certaine manière, et que les enseignants dont je vous parlais, ils sont au premier front, travaillent souvent dans des conditions très difficiles, parfois avec des jeunes qui ne sont pas encore, qui ne sont pas motivés, etc. Et je pense, c'est l'inverse de la proposition que j'avançais tout à l'heure, c'est que l'importance de ce qu'ils font n'est pas assez reconnue par la société. Elle devrait l'être beaucoup plus, parce que c'est eux là qui préparent demain et qui ont entre les mains une bonne partie de l'avenir des enfants et par conséquent de la société. C'est pas assez reconnu. Je crois que les conditions dans lesquelles ils travaillent ne sont pas aussi bonnes qu'elles devraient l'être. Donc ça pourrait expliquer en partie. Terre des Hommes, vous avez parlé de Saint-Exupéry tout à l'heure, la dernière page de Terre des Hommes, un très beau texte de Saint-Exupéry où il dit, il est dans un jardin public, et il dit « Ce qui me tourmente, c'est Mozart assassiné. Si Mozart avait grandi dans un milieu de culture pourrie, Mozart aurait été assassiné, dit-il. » Et il regarde les gens dans le jardin, les enfants, etc. Il dit ce qui me tourmente, c'est chez tous ces humains, Mozart assassiné. Il dit, il n'est point de jardinier pour les hommes. Le problème, c'est que il n'est point de jardinier pour les hommes. Ce qui veut dire, les jardiniers pour les hommes, c'est des humains qui peuvent en former d'autres. Je veux dire que, de même que Mozart avait un talent fou, un talent prodigieux, il composait déjà à 5 ans, mais même là, s'il avait grandi s'il n'y a pas eu une éducation musicale véritable, Mozart aurait été assassiné. On transpose ça pour toute l'humanité maintenant. Point de jardinier pour les hommes. L'humanité de chacune et chacun de nous, dépend de l'éducation que nous avons reçue, de la culture ambiante. Le déploiement de tous nos talents, toutes les richesses qui sont contenues en chacune et chacun de nous, dépendent de l'éducation et de la culture. Toute la culture est éducatrice. Voyez-vous, alors c'est une immense responsabilité, mais en même temps c'est le défi de donner le goût de vivre, le goût de l'avenir aux jeunes. C'est pourquoi c'est si passionnant. Vous me parlez de culture générale. Récemment, la matière que vous enseignez, la philosophie, a failli être abolie dans les cégeps. À toute fin pratique, oui. Bon, finalement, le ministre Reid est revenu sur ses pas, là. Mais quel effet ça aurait eu, selon vous, si on avait aboli les cours de philosophie, les cours obligatoires au cégep? Un effet très grave, parce que nous sommes à une époque où les problèmes sont de plus en plus complexes, où la formation de l'avenir, c'est une formation polyvalente. Former des techniciens dans des disciplines qui seront périmées dans 5 ans, c'est pas du tout réaliste. Et c'est un peu le genre de modèle qui semble dominer l'esprit de responsables du monde de l'éducation. C'est la polyvalence. Le meilleur investissement, c'est dans la polyvalence. Et la philosophie, c'est la discipline polyvalente par excellence. C'est un lieu aussi de discours critique où on peut prendre un peu de recul, où on peut permettre d'avancer, de progresser par rapport aussi aux politiques, par rapport aux décisions qui concernent tous les citoyens. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on forme trop de techniciens? C'est-à-dire on valorise de plus en plus des métiers qui vont donner des emplois de façon immédiate, donc très spécialisés.
mais on ne prépare pas à la vie. On ne prépare pas non plus, on laisse de côté la dimension humaine. Un autre signe pour moi, c'est le fait qu'on n'accorde pas l'importance qu'on devrait accorder aux arts. Les arts s'adressent à l'affectivité, les arts éveillent au sens de l'humain, de même que les relations humaines, bien sûr, toute chose, éveillent à la dignité humaine, si on peut dire. Mais les arts jouent un rôle capital ici. Or, on considère que c'est comme quelque chose de marginal ou de secondaire. Absolument pas. C'est absolument fondamental d'éveiller la sensibilité, l'affectivité et l'intelligence des gens dans autre chose que des métiers utilitaires. Spécialisés. Donc, il en faut aussi, et là, on a des prodiges au niveau technique dont il faut absolument se féliciter. Mais ce n'est pas comme ça qu'on forme des humains pour la vie. C'est des techniques. L'avenir n'est pas du tout, de l'humanité n'est pas du tout dans la technique comme telle. Elles peuvent nous servir. Les techniques, c'est au niveau des moyens. Mais au niveau des fins, elles ne nous disent rien. Et si on forme des gens qui ont un esprit comme ça, très fragmenté et spécialisé au départ, on s'en va vers le désastre. Hein. Et justement, la philosophie et tout ce qui touche à la formation générale est aussi beaucoup plus formateur pour des futurs politiciens qui sont appelés à faire face à des problèmes d'une grande complexité, et ce qui suppose une véritable culture. Parlant de politiciens, si vous étiez ministre de l'Éducation, M. de Coninck, à quoi vous vous attaqueriez-vous en premier? Par rapport à la situation de l'éducation, présentement. J'essaierai de faire valoir auprès de mon gouvernement et de mes collègues que l'absolue priorité doit être accordée à l'éducation. Évidemment, le ministre en question, c'est l'impression de prêcher pour sa paroisse, comme on dit. Mais quelle serait la priorité? Et c'est ce qu'il ferait en réalité, mais il faut comprendre que pour le bien commun, c'est vraiment ça qui est le plus important. Il faudrait qu'il arrive à le faire voir à ses collègues. Une fois cette tâche accomplie, M. de Coninck, quelle serait votre première réforme en éducation? Oh là là, par où commencer? D'abord, au point de vue budgétaire, puisque vous parlez de finances tout à l'heure, il faudrait justement que les moyens soient beaucoup plus adaptés aux besoins, là, qui sont très considérables partout. Il faudrait sans doute faire des choix, il faudra faire des budgets, etc. C'est évident, mais il faut d'abord il faut une reconnaissance, il faut une prise de conscience de la société, des citoyens, de l'importance primordiale de l'éducation pour qu'évidemment les gouvernements soient appuyés. Par où je commencerai? Je commencerai par essayer de convaincre les citoyens et tout le monde de cette importance-là. Pourquoi vous avez l'impression qu'on n'est pas conscient de l'importance de l'éducation dans la société actuellement? En termes vagues, on en est conscient comme une sorte de lieu commun, là, on est pour la vertu, des trucs comme ça. Mais je crois qu'on ne l'est manifestement pas de manière concrète, puisqu'on en est à la situation où on est maintenant. Je veux dire que on a laissé aller les choses, on est là dans couper dans le secteur de l'éducation, on coupe dans les bourses, on fait en sorte que les étudiants s'endettent, etc. Tout ça est absolument pas sérieux, enfin c'est pas juste, il y a absolument un manque de vision et de réalisme, de contact avec les jeunes eux-mêmes. Il faut les écouter. Et ils sont très prêts, ils sont très ouverts, les jeunes. Ils sont ouverts au débat, ils sont ouverts au point de vue de l'autre. Un véritable débat de pensée, de valeurs, etc. Ils s'y prêtent très, très volontiers, à condition que l'autre partie les respecte. On sent que vous êtes passionné par votre métier. Oui. Ça fait plus de 40 ans que vous enseignez. Brièvement, est-ce que vous pensez parfois à la retraite? Non, j'y pense pas. Mais ça viendra bien un jour par la force des choses, mais non, j'y pense pas. Pourquoi? Parce que j'aime trop ce que je fais et puis je n'ai pas encore subi de pression pour que je prenne ma retraite. Si un jour j'en subis, je verrai. Mais parce que vous avez aussi l'impression de travailler dans la matière, de jouer un rôle utile. On a l'impression, oui, on peut donner plus que jamais hein, quand on a un peu d'expérience, surtout dans des domaines comme le mien, la philosophie et d'autres
domaines analogues, on peut donner plus, à condition de garder une santé convenable, à mesure que les années passent. Monsieur de Coninck, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.